Niger, nationalisation de l'activité d'uranium, quelle perspective? Telle est notre grande interrogation, mesdames, messieurs, encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question, mesdames, messieurs, ce matin, Niger, nationalisation de l'activité d'uranium, quelle perspective? Nous nous interrogeons. Eh bien, quand on perd le contrôle, Orano en tout cas a perdu le contrôle de la mine d'uranium au Niger. Le groupe français avait choisi d'arrêter la production de sa dernière mine d'uranium au Niger cet automne, mais les autorités ont décidé de passer outre et de prendre le contrôle opérationnel du site. Orano et surtout les autorités au pouvoir au Niger depuis l'été 2023. Le groupe minier contrôlé jusque-là 90% par l'État français a annoncé la perte du contrôle opérationnel de Somaïr, sa dernière mine d'uranium dans le pays, dont l'activité est désormais aux mains du gouvernement local qui a besoin de tout nationaliser. Niamey cherche à mieux contrôler ce qui sort de son sol. Lors du Conseil des ministres du jeudi 19 septembre dernier, le gouvernement a approuvé la création de deux nouvelles sociétés d'État, l'une pour l'or, l'autre pour l'uranium. Volonté affichée que les richesses minières du pays contribuent davantage au développement du pays. Eh bien, la Mazumawa National Gold Company gérera l'exploitation de l'or nigérien, une façon de canaliser la production en grande majorité artisanale et informelle et d'en tirer plus de revenus fiscaux. Chaque année, des dizaines de tonnes d'or exportées échappent, on va le dire comme ça, aux autorités nigériennes. Un manque à gagner important pour l'État nigérien, même s'il est impossible à chiffrer selon l'organisation Suicide. Cela ouvre également la voie à une transformation de l'or sur place. C'est ce qu'a fait le Burkina Faso avec la création il y a un an de sa Société nationale des substances précieuses suivie de la construction d'une première raffinerie d'or, ce qui sera également fait du côté du Niger. Comment sera mise en place cette Société nationale? Avec quel garde-fou? Si elles peuvent améliorer la transparence dans le secteur, ces structures n'empêchent pas automatiquement la production ou encore le blanchiment d'argent, ce que les autorités nigériennes veulent contrôler du haut en bas et de bas en haut. Côté uranium, eh bien, la Timersoy National Uranium Company verra prochainement le jour. Difficile de dire dans quelle mesure les multinationales qui exploitaient jusque-là l'uranium nigérien seront touchées. Cela intervient en tout cas après les retraits de permis d'exploitation au français Orano et au canadien Goviex. Avec cette société nationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie veut montrer une fois de plus qu'il reprend la main sur cette ressource minière stratégique. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin, parlant justement de cet or du côté de ce uranium. Niger, nationalisation de l'activité d'uranium, quelle perspective? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome. C'est un homme politique, c'est un panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselangos. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs et internautes. À nos techniciens, à qui je tire le chapeau, je dis une fois de plus merci. Merci pour cette invitation et puis beaucoup de courage aux peuples africains, surtout ceux du Niger dont nous allons parler tout à l'heure, les décisions prises par leur gouvernement pour une fois de plus sécuriser et sauvegarder les richesses propres à ce pays. Justement, parlons-en, on parle de la nationalisation de l'activité d'uranium, mais également de l'or. Patient Parfendome, jusque-là, Orano avait la même mise sur l'uranium du Niger et surtout le Canadien Goviex également était là au Niger. Cette fois-ci, eh bien, on a enlevé, on va le dire comme ça, le permis d'exploitation de l'uranium à ces deux entreprises. Et aujourd'hui, le Niger, les autorités nigériennes veulent contrôler l'or et surtout l'uranium qui sort de son sol. Oui, c'est cette tendance, j'allais dire, qui a beaucoup cours au niveau du continent africain, surtout dans les espaces qui sont encore sous domination de l'impérialisme étranger, qui voudrait que nous avons des ressources naturelles, des ressources minières
dans le cas d'espèces, mais l'État est obligé de faire des espèces de joint venture avec des sociétés étrangères. Et quand on regarde en ce qui concerne la répartition des fruits de cette exploitation, souvent nos pays n'en tiraient pas grand-chose. Et cela reposait la question de la souveraineté. Vous ne pouvez pas vous identifier comme des États souverains, mais en même temps ne pas appliquer cette souveraineté dans des sources de production de richesse, comme c'est le cas pour les minéraux et toutes ces richesses-là qui ont une valeur ajoutée assez importante dans la plupart des économies modernes. Donc je crois que ce qui se passe là avec cette nationalisation, c'est tout simplement une reprise en main de ce pan de souveraineté qui nous avait échappé, et j'espère que cette reprise en main se fera concomitamment avec la création des sociétés nationales dans l'exploitation, que ce soit de l'or ou bien de l'uranium, premièrement. Deuxièmement, dans la mise en valeur, ou bien la mise comme une décision, comme une vision globale de la capacité des Nigériens eux-mêmes de maîtriser toutes les techniques, les technologies, la science qui concourent à l'exploitation de ces minéraux, que ce soit l'or ou bien l'uranium. Et ça, c'est l'un des maillons faibles de la capacité de l'Afrique aujourd'hui à pouvoir se lancer dans cette opération de réappropriation de leurs richesses par le biais de ces nationalisations. Il faut en amont tout faire pour que les jeunes Nigériens soient capables de domestiquer toutes les techniques, les technologies, la science, peut-être même aller au-delà, innover, avec toute cette logistique qui va avec, de telle manière qu'on soit de moins en moins dépendant des structures étrangères. Vous savez très bien que ces sociétés étrangères, l'explication qu'on nous donne, c'est que nous n'avons pas la technique pour d'abord explorer, nous n'avons pas la technique pour exploiter, nous n'avons pas la technique même pour pouvoir transformer, et enfin la technique commerciale pour vendre à l'international. Je crois qu'il faut qu'on essaie de faire ce qu'on appelle de door-to-door, c'est-à-dire qu'il faut quadriller complètement ces différents segments de l'exploitation de ces richesses africaines, et cela commence par l'appropriation, n'est-ce pas, des techniques et des technologies qui vont avant. Donc, voilà, donc il faut restructurer l'école, il faut orienter les enseignements vers ces domaines de compétences qui nous manquent cruellement, malheureusement, de telle manière que nous n'ayons pas beaucoup à dépendre de l'expertise étrangère dans ces différents domaines. Mais déjà, nous pouvons féliciter le Niger, et vous allez voir que très rapidement, le différentiel, c'est-à-dire entre ce que le Niger percevait avec la première formule, c'est-à-dire joint venture avec les sociétés étrangères, et ce qu'elle va percevoir avec cette formule actuelle où elle nationalise ces entreprises, il y aura un gap, un fossé énorme entre ce qu'elle percevait hier et ce qu'elle va percevoir aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi voir l'autre question de l'ordre juridique. La plupart de ces entreprises qui viennent s'installer chez nous, dans les accords et les contrats qu'ils signent avec nos pays, ils stipulent souvent qu'en cas de litige, ce sont des tribunaux étrangers, donc leurs tribunaux, qui sont compétentes en matière de résolution de ces litiges. Et quand je le dis, vous voyez très bien la tendance que ça peut prendre. Ça peut être des sanctions, des décisions judiciaires qui vont à l'encontre de nos intérêts et qui risquent de ponctionner gravement des marges qui vont découler de cette production. C'est encore une alerte, c'est encore un signal, c'est encore une fois de plus une prise de conscience de la plupart de nos États. Au moment de signer des contrats avec des sociétés étrangères, pour ceux qui le font encore, il faut toujours et toujours mettre un point d'honneur pour qu'en cas de litige, ce soit des tribunaux nationaux ou, et d'ailleurs, exploiter cette richesse-là, qui soit qualifiée pour pouvoir, n'est-ce pas, dire de droit en ce qui concerne les litiges, si jamais il y a. Mais c'est une autre paire de manches. Et au-delà de cela, nous savons aussi que la plupart de ces entreprises qui sont souvent des espèces de franchises, des gros majors sur le plan international dans les différents domaines, ils ont le bras très long et ils peuvent actionner souvent certains
robinet financier sur le plan international au point d'empêcher, j'allais dire, de gêner suffisamment un appel d'air en termes de fonds, de financement du Mali pour pouvoir avoir un matelas financier assez robuste pour se lancer dans l'exploitation de ces richesses. On parle de Niger, pas de Mali. Donc, et c'est valable pour tous les pays africains d'ailleurs. Et je souhaite tout simplement que ce Niger collabore avec les pays africains qui ont déjà l'expertise dans ce domaine, dans le sens d'une exploitation nationale. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Botswana un peu, je pense à l'Algérie, je pense un peu aussi à un pays comme l'Angola. Il faut toucher tous ces pays-là qui ont pris l'habitude de créer des sociétés nationales qui, à leur tour, exploitent ces richesses-là sans essayer de voir quelles sont les structurations sur le plan juridique, sur le plan de l'architecture, de l'exploitation, comment ça se fait et quels sont les partenaires qu'il faut toucher si on a besoin de tel, parce qu'il y a aussi une question de substitution. On va vous dire par exemple que si on a besoin d'un Derrick, je dis n'importe quoi, il faut aller en France, il faut aller en Angleterre, il faut aller aux États-Unis. Mais on oublie que le monde est vaste et que beaucoup de fabricants, par exemple de Derrick, dans le cas du pétrole, mais c'est pour que tout le monde comprenne, qu'on fasse vite, il y a beaucoup de fabricants de ces outils-là, mais qui ne sont pas seulement dans le monde occidental, qu'on peut contacter. Il y a le Brésil, il y a d'autres pays, la Russie, la Chine, l'Inde, mais avec pas les mêmes conditionnalités qui nous lient carrément avec ces pays dans le cadre de cette exploitation, qui nous donne la latitude d'acheter et de payer, même avec des crédits revolving qui vont nous permettre d'avoir des coudées franches dans le cadre de cette exploitation-là. Arriva devenu Orano à exploiter l'uranium du Niger depuis 54 ans. Patient parfum d'homme, le Niger aurait pu être un pays très riche parce que selon les perspectives des autorités nigériennes, d'ici à 5 années, tout le Niger sera électrifié, aura une centrale nucléaire et l'argent rapporté par l'uranium, on parle de milliards et des milliards de dollars. Mais c'est ça la France-Afrique. C'est-à-dire c'est un processus en continu de néocolonialisme, de la néocolonisation sans le dire, avec une combinaison entre ces faucons, ces vautours qui pillaient l'Afrique et la classe dirigeante qu'ils avaient mis au pouvoir. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant très longtemps. C'est-à-dire que l'Afrique rentrait dans une pauvreté qui ne dit pas son nom, mais l'élite qui était cooptée par cette structure france-africaine et néocoloniale, elle s'enrichissait et regardait leurs compatriotes comme des déchets humains. Si vous prenez par exemple l'exploitation du pétrole gabonais, et vous pouvez comprendre pourquoi pendant plus d'une décennie, je me suis toujours opposé à certains de mes amis panafricaines, parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait continuer d'accepter qu'une famille comme celle des Bongo au Gabon continue de régner au Gabon. Non, c'était des gens qu'il fallait chasser rapidement du pouvoir gabonais. Qui les remplacera, c'est un autre débat, mais les Bongo, il fallait qu'ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été l'exemple, le prototype même de ce type, n'est-ce pas, d'Africains assujettis à plat ventre devant les intérêts étrangers et qui, malheureusement, donnaient l'impression que, de toute façon, c'était la meilleure chose qu'il fallait faire. Quand on prend Elf, bon, que Total qui était comme un moustique qui va finir par avaler l'éléphant F, quand vous regardez les contrats de F, vous lisez le livre de Flore Prigent, quand on parle de Gabon, vous pouvez devenir, vous pouvez vraiment vous passer une corde au cou. Ces gars-là, ils prenaient pratiquement 80% à 90% du pétrole gabonais. Ils rétrocédaient à Bongo, donc à la famille Bongo, maximum 10%. Quand ils prenaient par exemple 80, ils leur donnaient 10%. Et c'est 5% qui revenaient dans la cagnotte de l'État. Et les autres 5%, c'était justement pour payer un certain nombre d'acteurs qui participaient à l'exploitation de ce pétrole-là. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et Bongo, Ali Bongo d'abord, et puis Omar Bongo d'abord, et puis Ali après, se gargarisaient d'être de grands démocrates, hein, des gens qui sont toujours élus, et des gens qui travaillent pour le peuple, alors que le peuple gabonais
ne profitaient pas du tout de l'exploitation de ces bandes pétrolières qui auraient pu faire des Gabonais des gens plus riches que les Qataris et les Koweïtiens. C'est ça la vérité. Mais hélas, aujourd'hui, quand vous parlez des sociétés dans le domaine de l'exploitation pétrolière qui sont les plus puissantes au monde, on vous cite Total. Mais il s'est enrichi où? C'est en Afrique, avec ce type de contrats de honneurs qui n'ont pas du tout permis à nos pays de pouvoir se développer. Je crois qu'avec ce que disent les autorités nigériennes, je suis tout à fait d'accord avec eux, d'ici 5 ans, tout le pays sera électrifié. Mais c'est possible, c'est possible. Une centrale nucléaire et des milliards de dollars dans les caisses de l'État. On ne parlera plus de pays pauvres. Sans oublier l'emploi local et les différentes ramifications, n'est-ce pas, au niveau des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Donc ce sera un boom économique, seulement parce que l'État a pris une décision politique de, n'est-ce pas, reprendre en main l'exploitation de ce secteur extrêmement important. Une fois de plus, j'insiste, c'est un conseil que je donne aux autorités nigériennes, réorienter l'école. L'école ne doit pas être celle-là qui était en réalité une école qui faisait de nous des sujets et non des gens qui sont libres. Il faut que dans l'école nigérienne aujourd'hui, ce soient des acteurs. Que les futurs Nigériens soient des acteurs. Pour cela, il faut qu'on apprenne à domestiquer la science, la technique et la technologie qui contribuent à exploiter l'uranium, l'or, le pétrole. Voilà. Donc, au lieu de continuer de nous faire avoir des bacs, les gens qui ont des bacs en langue grecque, des choses comme ça. On dit les docteurs en latin. Il est docteur en quoi? Docteur en littérature comparée. Qu'est-ce que ça signifie ça? Pour des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas la lumière, qui n'ont rien du tout. Mais on oriente la jeunesse dans des secteurs en réalité qui ne font que des scribes, n'est-ce pas, de l'ordre établi. Il faut arrêter là-dessus et orienter les Nigériens vers ces secteurs productifs, ces secteurs, n'est-ce pas, qui vont apporter la valeur ajoutée pour leur économie, premièrement, et aussi à faire que le Niger devienne comme un hub où on va faire un appel d'air pour tous les autres intellectuels, techniciens africains dans le domaine, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui peuvent venir apporter leur contribution justement pour aider le Niger très rapidement. Ça, c'est la question du panafricanisme. Nous avons beaucoup d'ingénieurs qui vadrouillent en Occident, qu'on leur mette dans des conditions de pouvoir venir aider le Niger à exploiter, à travailler dans la formation des cadres, la formation des ingénieurs qui maîtrisent l'atome, la formation des techniciens supérieurs qui seront capables de faire souvent des choses basiques. On va chercher les gens aux Philippines. Je peux prendre, quand il y avait le pipeline Tchad-Cameroun, on avait besoin des chaudronniers, des soudeurs, on n'en trouvait pas assez au Cameroun, on allait chercher les Philippins. C'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Il faut que dans tous ces segments, ces secteurs qui participent à l'exploitation de l'uranium, de l'or, du pétrole nigérien, que l'école, l'acquisition de connaissances soit orientée dans ce domaine-là très très rapidement pour que nous puissions maximaliser, n'est-ce pas, l'essentiel de ce qui peut être comme revenus dans ce secteur. Pendant plus de 110 ans, l'uranium du Niger, le pétrole et surtout l'or, on va quand même dire que la France est enrichie sur le dos du Niger. Le Niger a été pillé, spolié, à la limite appauvri, alors qu'en 5 ans, le Niger aurait pu être un pays très riche. Mais on ne dit jamais assez, nos pays ne sont pas pauvres, mais nous avons été appauvris. Et on nous a maintenus dans une mentalité, surtout nos élites, qui sont en réalité des élites dont les cerveaux ont été lobotomisés, qui pensent que les orientations qui ne peuvent être orientations sujettes à quelque chose de valeureux ne peut être que ce que dit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions les clubs de Paris, de Rome et tout ce que vous voulez, que les meilleures écoles du monde, il faut passer à Dauphine, à Paris, X, à Sorbonne, des conneries comme ça. Mais posez-vous une question. Moi, c'est un débat peut-être qu'on aura dans d'autres émissions. La France a décidé, par exemple, de ne plus conserver les bases militaires qu'ils ont en Afrique. Bon, bien que quelques-uns de vos chefs d'État, comme ils savent être opportunistes, comme des petits fémins de quartier, gonflent maintenant, ils disent que c'est eux qui ont chassé les Français. Non, c'est-à-dire que, concrètement, sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan financier, la France ne peut plus tenir.
Elle ne peut plus entretenir ses bases militaires. Ça coûte cher, très cher actuellement, pour deux raisons. La première raison, ils ont perdu l'AES, qui était là où ils allaient se servir à bouche que veux-tu sans demander de compte à qui que ce soit. Oui. Ils n'ont plus cette vache à lait dont ils avaient l'habitude de traire comme ils voulaient pour justement entretenir cette présence militaire un peu partout en Afrique, premièrement. Deuxièmement, l'économie française est pratiquement en banqueroute. Si nous étions dans les économies normales, la France devait être considérée comme un pays en cessation de paiement. La France a beaucoup de problèmes. Elle ne peut plus s'en sortir. Maintenant, sur le plan géopolitique, quel est l'intérêt pour la France de continuer à conserver des gens qui sont au désert, soi-disant parce qu'ils sont une base militaire, alors que Poutine peut déclencher une même missile Oruniche et qu'à moins de 14 minutes, elle même effacer totalement cette base. Ils sont obligés de redéployer ces soldats. L'armée française, c'est 200 000 soldats, hein, c'est eux qui donnent les chiffres, au niveau de l'Europe, parce que dans les rêveries de M. Macron, il va aller faire la guerre en Ukraine. Bon, je crois qu'il commence à comprendre que c'est terminé. Mais c'est pour dire que, c'est-à-dire qu'objectivement, la France n'a plus de moyens d'entretenir les bases militaires sur le continent africain. Et je crois que la tournée de Bokel était de dire à ces différents chefs d'État, si vous voulez que la France continue de maintenir ses bases militaires ici, vous serez obligé de mettre la main à la poche. À défaut, nous, la décision que nous avons prise, c'est de rapatrier aux militaires parce que nous n'avons plus les moyens d'entretenir cette présence de prestige et de souveraineté, mais surtout extrêmement nuisante sur votre continent. Et je crois que beaucoup de chefs d'État qui sont des amis de la France sont rentrés dedans. Chacun vous écoutez Bassirou Diomaye Faye qui dit que bon, là maintenant je crois qu'ils vont partir. Kaka Déby, un bon petit bandit, il dit vous avez vu, j'ai gonflé les muscles. Et le poteau rose a été découvert parce que quelqu'un, de laisser les jeunes faire le show, est rentré dedans, c'est Ouattara. Quand Ouattara aussi dit que nous aussi, là, maintenant, il va récupérer le 43e million, tout le monde a compris que c'était une grosse escroquerie. Donc c'est ça. Bon, donc, et là, vous savez, les gens qui sont autour de Ouattara disent que non, nous, notre diplomatie n'est pas trop voyante, avec beaucoup de bruit. Nous, on travaille sur le dossier depuis très longtemps pour imposer le départ des troupes françaises de notre sol à M. Macron. Alors vous comprenez bien que nous sommes face à de véritables petits bandits qui ont profité d'une occasion qui était objective pour retourner la question dans le sens de gagner des points pour des questions de politique interne. Ça se comprend, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Mais cela n'a rien à voir avec justement. Et c'est là où vous voyez, que ce soit le Burkina, non, que ce soit le Tchad, que ce soit la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, ils se sont vite rattrapés en disant, mais attention, notre rupture de cet accord de coopération militaire n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Niger, au Mali et au Burkina. Donc c'est pour vous dire quand même que il faut faire attention, le monde est violent et nous avons plein d'escrocs à la tête de nos États. On vous comprend parfaitement. Finalement, c'est une très bonne nouvelle qui nous vient du Niger, la nationalisation de l'activité de l'uranium et surtout de l'or. Oui, en termes de décision politique, d'abord il faut saluer le courage du général Tchani. C'est une très très bonne nouvelle. Bon, je voyais, il est vieux général, mais lui n'est pas encore maréchal. Vous avez déjà des maréchaux à moins de 3 ans de pouvoir. Bon, c'est aussi ça l'Afrique. Mais il faut aussi insister au niveau de la... Il faut reformuler les programmes scolaires. Vous l'avez dit. Il faut, dès la base, préparer la jeunesse nigérienne, africaine, à être capable elle-même, n'est-ce pas, d'être les maîtres du jeu dans ce secteur nouveau où nous étions plus ou moins éloignés, premièrement. C'est-à-dire que, et vous voyez, ils sont loin quand on parle de satellites. Nos satellites que nous devons lancer, parce qu'on nous dit ici, il va pleuvoir demain ou bien après-demain. Donc c'est capable de sonder notre sous-sol, donner, dimensionner les gisements que nous avons. Il ne faut pas que ce soit d'autres personnes qui nous disent, il faut qu'on soit capable à terme de fabriquer des outils qui vont, sous forme de tarot, aller sonder le sous-sol et nous ramener les échantillons pour que nous puissions les analyser et savoir ce que nous avons. Donc, nos satellites, nous avons aussi des satellites d'exploration de notre sous-sol. Il faut qu'on soit capable de construire, de fabriquer nous-mêmes. Quand on envoie les enfants dans la fabrication, n'est-ce pas, des outils, et que
on ne dépend pas trop des machines qui sont fabriquées à l'extérieur, même si nous achetons dans un premier temps ces machines, mais au moins qu'on soit capable de construire des usines pour fabriquer les pièces de rechange de ces machines qu'on aura achetées. C'est ça aussi le transfert de technologie. Il faut qu'au niveau des contrats, des accords, qu'on soit rigide là-dessus, en disant à nos partenaires, oui, nous allons acheter vos machines, mais à condition que vous aussi vous installez ici chez nous une machine pour fabriquer par exemple les pièces de rechange. Ça va permettre à nos enfants de commencer à se faire la main, de maîtriser ce secteur pour qu'à terme, à moyen terme, au plus tard, nous soyons capables nous-mêmes de fabriquer ces machines-là. Je crois que si on va dans ce sens, non seulement le Mali va sortir de cette nuit noire dans laquelle le Niger sortira de cette nuit noire dans laquelle la France les a plongés, mais surtout ils vont devenir très très rapidement un exemple, n'est-ce pas, de ce qu'un pays dont les décisions politiques vont dans le sens de la réappropriation de leur souveraineté est capable de produire comme élévation de standards de vie pour ses populations. Merci à vous, patient parfait, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, n'oublions pas de dire à notre jeunesse, le monde est très violent. Je continue de dire à notre jeunesse, le tout n'est pas de cumer les bars, de tourner les reins à ne plus en finir, de vouloir chanter comme les chanteurs américains, mais il faut qu'ils aient le courage de regarder l'espace dans lequel ils vivent et de faire une analyse concrète de cet espace pour pouvoir se donner à fond pour transformer cet espace à leur tour. Tout le monde ne sera pas Pev Didi, tout le monde ne sera pas Kylian Mbappé. Malheureusement, tout le monde ne sera pas, je ne sais pas quelle autre grande vedette, je ne sais pas de quoi, que les influenceurs dégagent un peu la scène dans les réseaux sociaux et qui donnent cet espace à ceux qui inventent, à ceux qui créent, à ceux qui proposent des solutions pour nous sortir de la misère. L'Afrique, le peuple ne s'en sortira pas si elle n'est pas unie. Je sors par là et c'est très important. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne.